Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mardi 13 juin 2017, 18e jour du mois béni de Ramadan. Et c'est justement avec ce mois béni de Ramadan que nous entamons cette édition. Depuis son début, comme vous le savez, nous vous proposons chaque jour des conseils pratiques des oulémas sur les prescriptions de l'islam relativement à ce mois béni de Ramadan, mais de façon générale sur l'islam, mais de façon générale aussi donc sur l'islam. Aujourd'hui, le prédicateur, frère Ismaël Mohamed, nous entretient sur les personnes qui profitent de ce mois béni de Ramadan pour se rendre dans les lieux saints de l'islam pour effectuer la Oumra ou le petit pèlerinage en laissant derrière eux leur famille sans généralement grand moyen. Je vous propose de l'écouter. C'est très clair, Allah est saint, il ne saurait accepter que toute activité qui soit saine, que vous endettez pour aller au Hajj ou à la Oumra, on ne vous a pas demandé cela, n'est-ce pas? Si quelqu'un s'aventure à le faire, je pense qu'il aurait peut-être mieux s'endetter et faire la sadakat ici. Là, elle aurait dû beaucoup lui rapporter beaucoup de moyens. Parce que le Hajj, c'est le premier Hajj qui est obligatoire. La Oumra, c'est la première. Certes, c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'effectuer la Oumra pendant le Ramadan. Il est très clair aussi que c'est l'islam qui a dit d'aider ceux qui sont dans le besoin. Mais aujourd'hui, c'est un peu du snobisme. Non, il faut qu'on aille. Quelqu'un avec ses biens, il joue comme il veut. Mais il y a cet aspect vraiment de sociabilité qu'il faut avoir. Bien que je donne beaucoup de choses en sadakat à des gens qui en ont besoin et je prends le reste, je vais très bien, mais je ramasse tout, je n'ai pas fait de sadakat ici. Il y en a même qui vont faire la zakat à la Mecque, il y a même qui font les iftar à la Mecque. Ils laissent les gens dans le besoin, leurs propres parents le plus souvent. Ils vont là-bas, ils achètent de la nourriture, ils la donnent. S'il vous plaît, les Arabes là sont suffisamment riches, ils vont nourrir tous ceux qui sont là-bas, ceux qui ont été à la Mecque pendant le Ramadan. Tu n'as pas besoin d'acheter de la nourriture. Mon frère, reste là et nourris tes frères, donne à manger à tes frères, à tes parents, à tes soeurs qui en ont sérieusement besoin, mais ne va pas prendre un bien pour aller à la Mecque et dire que tu vas faire de l'aumône là-bas. S'il vous plaît. Moi, je leur conseille vraiment de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas partir à la Mecque et se dire mais j'ai laissé des parents qui n'ont même pas de quoi boire le coco. Il faudrait qu'on s'assure, qu'on soit dans cette tranquillité, dans cette sérénité. Mais parce qu'aller là-bas, c'est vrai, je ramasse tous mes moyens tout seul et je laisse les parents, les voisins, la société de façon générale. Je pense qu'il faut que ceux qui le font vraiment réfléchissent un peu, qu'ils pensent également à ceux-là qui sont dans le besoin ici, et parce que c'est un mois de partage. Voilà, c'était donc le prédicateur, le frère Ismaël Mohamed. Dans le cadre de ces activités, l'ONG Centre Africa Obota a regroupé ce matin des autorités administratives, coutumières et religieuses de la région de Niamey au centre des échanges La paix et la tolérance au Niger. L'ONG a en effet récemment réalisé une étude sur les causes des manifestations communément appelées manifestations anti-Cherli de janvier 2017 à Niamey et à Zender. Et c'est les résultats de cette étude qui sont donc discutés au cours de cette rencontre, dont l'ouverture nous est résumée ici par nos reporters Aboubakar Souley et Abdul Razak Hamidou. Cette journée d'information et de mobilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses sur la paix et la tolérance religieuse au Niger n'est pas la première du genre. Après Zender et Maradi, c'est au tour de Niamey et c'est initié par l'ONG Centre Africa Obota Niger, appuyé par Osiwa. Il vous souviendra que notre pays avait connu les 16 et 17 janvier 2015 des manifestations à Niamey et à Zender, manifestations qui se sont soldées par des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. L'ONG Centre Africa Obota, avec l'accompagnement de Osiwa, a fait faire par le LASDEL une étude socio-anthropologique sur les causes profondes de ces événements inédits. L'activité qui nous réunit ce matin fait suite aux résultats de cette étude. En effet,
après avoir partagé avec les acteurs des deux régions les résultats de l'étude, l'ONG Centrafrica Obota Niger a estimé judicieux de conduire un processus d'information, de formation et de sensibilisation des différents acteurs sur la non-violence et la tolérance religieuse. Leur engagement dans la promotion de la paix et la tolérance religieuse a été félicité par les autorités. En effet, l'engagement de vos deux organisations pour la paix et la non-violence vous a amené à commanditer une étude pour rechercher les véritables causes des manifestations violentes 15 et 16 janvier 2015 au Niger. Je me réjouis que les résultats de cette étude aient été vulgarisés et permis aujourd'hui de mieux comprendre l'origine de ces violences, comment elles ont été perpétrées et pourquoi. Madame la représentante de l'ONG Africa Obota, en décidant de partager les résultats de l'étude sur la détermination des causes profondes de ces manifestations, mais surtout en vous saisissant de ces résultats pour organiser des actions que vous venez de citer, telles que la formation et la sensibilisation des jeunes sur la paix et la non-violence, la mobilisation des autorités coutumières et religieuses, de même que l'administration, autour de la paix et la tolérance, vous faites preuve d'une grande détermination dans votre combat pour la prévention de la violence dans toutes ses formes au Niger. Des journées instaurées suite aux événements des 16 et 17 janvier 2017 et qui ont poussé l'ONG Centrafrica Obota Niger à entreprendre des démarches, notamment celles consistant à mener l'étude dans les villes les plus touchées par les événements, mais surtout à partager les résultats de ces études au niveau de ces localités. Premier jour aujourd'hui du mouvement de grève de 11 jours engagé par la synergie d'action des syndicats membres de la cause Niger et du SINASEB. Une grève donc pour réclamer le respect des termes du communiqué conjoint entre le gouvernement et cette synergie d'action donc cause Niger et SINASEB du 13 décembre 2016 dernier. Ce matin donc, pour entamer ce mouvement de grève de 11 jours, les responsables de cette synergie d'action étaient au niveau du premier arrondissement communal de la ville de Niamey pour informer les militants de base sur les raisons du refus de la signature par la synergie cause Niger et SINASEB d'un protocole récemment avec le gouvernement. Le résumé de cette séance d'information avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Zako. C'est pour informer les militants du refus de signer le protocole d'accord entre la synergie cause Niger-SINASEB et le gouvernement la semaine dernière, comme l'a fait avec une partie du FISEN, que se tient cette Assemblée générale sectorielle Niamey 1 de la synergie cause Niger-SINASEB. Nous sommes en Assemblée générale sectorielle avant de pouvoir être plus proches de nos militantes et militants et leur expliquer les raisons fondamentales pour lesquelles en réalité nous n'avons pas pu arriver avec la partie gouvernementale à un accord. Et surtout leur expliquer que nous avons un autre préavis de 11 jours qui court à partir d'aujourd'hui et que nous souhaiterions que ce mouvement-là soit suivi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus leur dire que le protocole qui avait été signé par une partie de FISEN et ne concerne pas cause Niger-SINASEB et que nos points sont restés en l'état. Nous en voulons pour preuve la question du recrutement, la grille salariale, les intimidations et autres abus, ainsi que d'autres points contenus dans le communiqué conjoint du 13 décembre que nous avons eu à signer avec la partie gouvernementale. Vous n'êtes pas sans savoir également qu'à la date d'aujourd'hui, les recrutements de 2015-2016, nous sommes en 2017, n'ont pas été également ouverts. Donc pour toutes ces raisons, nous n'avons pas pu nous entendre avec la partie gouvernementale. Après l'expiration de ce mot d'ordre de 11 jours, si rien n'est fait, la synergie compte adopter des nouvelles stratégies de lutte pour se faire entendre. Nous sommes des enseignants et puis nous innovons. Maintenant, nous n'allons pas venir détailler quelle serait notre stratégie. Nous appelons nos camarades à une mobilisation sans faille afin que ces 11 jours de grève que nous allons entamer à partir d'aujourd'hui soient véritablement un succès. La synergie cause SINASEB appelle ses militants à exécuter les mots d'ordre sans crainte et de ne pas céder aux menaces et intimidations.
Partons à présent dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey pour parler cette fois-ci de santé avec la poursuite des journées communales d'information et de sensibilisation des relais communautaires pour la promotion de la vaccination dans les districts sanitaires de la région de Niamey. C'est une activité du regroupement des associations et ONG du secteur de la santé, le Roi-Sen. Ibrahim Abdou et Asma Ousseidou pour les détails. Après les journées d'information, de sensibilisation, de plaidoyer et les sessions de planification en direction des autorités administratives et les élus locaux du Niamey et le 1er arrondissement lundi, c'est au tour du 2e arrondissement d'accueillir cette journée communale d'information et de sensibilisation des relais communautaires pour la promotion de la vaccination dans les districts sanitaires de la région du Niamey. L'objectif de la rencontre de ce matin et de renforcer les capacités des relais communautaires, des CSI et des cases de santé de notre arrondissement pour qu'ils puissent mener avec plus d'efficacité les activités intégrées de plaidoyer, d'information et de sensibilisation des populations. Cet atelier vient donc à point nommé, eu égard au faible taux de couverture vaccinale estimé à 81% et du fort taux d'abandon de 12% enregistré par notre arrondissement en 2016. Par ailleurs, il vous souviendra que notre arrondissement a enregistré 119 cas de refus lors des journées nationales de la vaccination JNIV de mars 2017. En outre, parmi les raisons de non-vaccination des enfants figure en bonne place l'absence d'information des parents, l'insuffisance d'éducation et de sensibilisation des populations et le plaidoyer auprès des leaders communautaires et parfois le comportement de certains agents de santé. Le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 2 salue l'initiative. La lutte contre les maladies infectieuses évitables par la vaccination est loin d'être terminée. C'est pourquoi notre arrondissement salue cette initiative de regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, auxquelles j'adresse mes félicitations et encouragements. J'ose espérer que ces actions de mobilisation sociale vont se poursuivre jusqu'au retour de la situation à un niveau acceptable. Aussi, je vous incite à plus de courage et d'abnégation pour que la vaccination triomphe sur les maladies. Organisé par les regroupements des ONG du secteur de la santé du Niger, cet atelier se tient du 12 au 16 juin 2017. La caravane se poursuit pour atterrir ce mercredi au 3e arrondissement. Du sport à présent, la Corée du Sud va abriter bientôt le championnat mondial de taekwondo. Ce sera précisément du 24 au 30 juin prochain. Le Niger, notre pays, va bien évidemment prendre part à ces championnats du monde avec une délégation de 6 athlètes, avec à leur tête donc le vice-champion olympique Abdelrazak Issoufou Alfaga, pour parler des préparatifs de la participation de notre pays à ces championnats du monde, mais aussi dresser le bilan des différentes participations de notre pays aux compétitions internationales de taekwondo. La Fédération nigérienne de la discipline était ce matin face à la presse. Le point de presse a été animé par le président de la dite fédération, le député Soumana Sanda, que je vous propose de suivre ici en extrait. De l'Assemblée générale élective du 1er août 2015 à ce jour, nous avons organisé des stages de formation et de recyclage des arbitres nationaux à Niamey, tout comme à l'intérieur du pays. Nous avons également participé à des formations internationales organisées par la Fédération mondiale de taekwondo, telles que la formation et le recyclage des arbitres internationaux de combat, le stage de formation des experts en Poumsé. Nous avons aussi organisé de passages de grade supérieur, de ceinture noire 1er, 2e, 3e et 4e dan à Niamey et à l'intérieur du pays. Au niveau international, nos athlètes ont participé à plusieurs compétitions sous-régionales et internationales. On peut citer entre autres Lagos Classic, l'Open du Ghana, l'Open de Côte d'Ivoire, l'Open de Dakar, Agoma Open du Nigeria, l'Open de Belgique, l'Open d'Allemagne, l'US Open, l'Open de Las Vegas et la dernière en date qui est l'Open d'Autriche
où notre super champion a décroché la médaille d'or pour la 2e année consécutive. Il faut noter qu'au niveau de toutes ces compétitions, nos athlètes se sont imposés autant dans la moisson de médailles d'or que de coupes de meilleurs athlètes. Ainsi, en 22 mois d'exercice, dans le cadre de ce second mandat, nous avons engrangé 37 médailles d'or, 43 médailles d'argent, 54 médailles de bronze et 8 trophées de meilleurs athlètes. Voilà, et pour refermer cette édition, nous vous proposons un reportage sur la situation des personnes albinos du Niger. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, 13 juin, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, cette maladie héréditaire due à un manque de mélanine donc, dans le corps. C'est un reportage que nous proposons en collaboration avec l'Association nigérienne des personnes albinos du Niger. Le reportage a été réalisé il y a de cela 2 ans par la télévision Ténéré. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision. Âgée de 28 ans, Zainabou Seydou est une albinos mariée sans enfant. L'albinisme est une maladie congénitale héréditaire. Elle se caractérise par le manque total ou partiel de mélanine dans l'épiderme. En fait, c'est une maladie héréditaire. Une maladie héréditaire donc, qui est issue, le malade albinos est issu de parents qui portent la tare. Donc c'est une maladie qui se transmet selon le mode autosomique récessif, c'est-à-dire que les parents porteurs de la tare ne présentent pas la maladie. Mais quand 2 parents porteurs de la tare se marient, il naît un enfant albinos. Les albinos souffrent de problèmes de santé découlant directement de l'exposition au soleil. La mélanine, c'est la substance qui protège la peau contre les UV. Les UV, c'est les ultraviolets émis par le soleil. Et donc, le déficit de cette UV expose la peau au cancer de la peau, expose les yeux également à des maladies de la peau des yeux. Donc, pour éviter cette maladie, premièrement, il faut ne pas s'exposer au soleil. Et deuxièmement, s'il faut s'exposer au soleil, il faut porter des habits qui protègent tout le corps et, si possible également, mettre des crèmes qu'on appelle écran total ou des comprimés qu'on appelle photoprotecteurs, donc qui protègent la personne de l'exposition des rayons UV une fois qu'il est exposé. Mais sinon, la meilleure façon évidemment, c'est de ne pas s'exposer au soleil. Si vous avez remarqué, les albinos ont tous des verres solaires noirs parce qu'ils fuient le soleil. Et quand ils sont au soleil, ils ont ce qu'on appelle la photophobie, la peur du soleil, et ils ont ce qu'on appelle les nystagmus, les yeux qui se mettent à vaciller. Et donc, la seule façon évidemment d'éviter ce genre de désagréments, c'est de porter des lunettes. En plus de ces problèmes de santé, Zainabou Seydou, tout comme les autres albinos, est victime de stigmatisation due surtout à la couleur de sa peau. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Le premier, c'est la stigmatisation. Les gens nous regardent différemment. Certains se comportent bien avec nous, d'autres par contre ne veulent même pas nous voir. L'albinisme engendre de réels handicaps durant la scolarité de l'enfant, qui doit aussi parfois faire face à la mauvaise volonté du corps enseignant, ainsi qu'au rejet des autres enfants. Zainabou a subi ce rejet. Elle raconte. Notre deuxième problème, c'est l'école. Nos camarades nous embêtent de trop. Le plus souvent, les enseignants aussi font preuve d'intolérance vis-à-vis de nous. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous abandonnent l'école. Pour ceux qui s'en sortent comme Zainabou, la possession d'un diplôme ne constitue pas une assurance d'emploi. Souvent déclarés inaptes à tort, l'occasion de prouver leurs compétences leur est fréquemment refusée. Ceux qui ont pu finir les études parmi nous n'ont pas de boulot. Parce que moi j'ai un bac professionnel.
Et à chaque fois que je dépose mes dossiers et que je suis retenue, si je me présente et qu'on voit que je suis albinos, on me dit d'aller rappeler, mais ils ne rappellent jamais. À côté de ces problèmes qui sont plutôt d'ordre général, il faut souligner celui que vivent les femmes albinos, qui sont encore plus vulnérables au sens qu'elles souffrent d'une forte discrimination. Elles ont plus de difficultés à trouver un mari. Le problème qu'on rencontre en tant que femme albinos, c'est le mariage. On n'a pas toute la chance de trouver un mari. Le plus souvent, c'est la famille du prétendant qui est contre. Au début, dans ma belle famille, il y avait des gens qui ne voulaient pas du mariage, de peur que je n'accouche d'enfants albinos. Je même refusé le mariage parce que j'ai eu mal. Mais on a fini par se marier parce que mon mari, lui, ne voulait aucune autre chose. Pour sensibiliser la population sur l'albinisme, pour mettre fin aux stigmatisations dont sont victimes les albinos et pour aider dans la prise en charge des malades, une association dénommée Association nationale des albinos du Niger, ANAN, a été créée en 2013. Ce que nous faisons, donc, ça référence à nos domaines d'intervention, c'est toujours la lutte contre la stigmatisation, ce que les uns et les autres sont en train de subir. Et sur le domaine de la santé, et principalement là, c'est parce que tout le problème de l'albinos, de la personne albinos, se trouve au niveau de la santé. Ce que nous faisons, c'est vraiment mener le plaidoyer auprès de l'État, principalement les partenaires, voir comment protéger les personnes albinos sur le domaine de la santé. En dehors de la santé, on a aussi des activités du domaine de l'éducation. Parce que comme je le disais, c'est le problème de vue qui engendre le problème que l'élève a sur le domaine de l'éducation. À ce niveau, c'est vraiment de faire une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des enseignants. À l'endroit des enseignants, parce que beaucoup ne comprennent pas que l'élève albinos n'est pas comme tous les autres élèves. Il peut avoir la même capacité d'intelligence, le même degré que les autres élèves, mais du point de vue de la vision, il n'est pas très fort. C'est pour cela que vraiment nous sommes en train de vouloir organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des enseignants. Stigmatisation, rejet, problèmes de santé, c'est le quotidien des albinos en général. Les femmes albinos, elles, sont un groupe encore plus exclu. L'albinisme n'a rien de mystique. Les albinos sont des personnes normales. C'est des personnes qui ont besoin du soutien de tous.